Le sujet qui m'a été proposé, l'oxygène, élément clé du cahier des charges des vinificateurs. Donc en quelque sorte, ça a été mon cahier des charges personnel pour traiter le sujet. Alors, la question, pourquoi un cahier des charges relatif à l'oxygène, puisqu'il y en a un certain nombre. Ça a été déjà un peu évoqué, et j'y vois rapidement une question principale, M. Beauclerc en a déjà parlé, c'est la tendance à la réduction des sulfites. Alors, il a cité la teneur en CO2, la teneur en sucre, en particulier aussi, auquel j'ajouterai aujourd'hui, depuis quelques années, la recherche d'éthiols variétaux, aussi bien en blanc qu'en rosé, mais dans certains cas aussi dans le cas des vins rouges. Alors le questionnement que je me suis posé, suite à cette question, c'est ce cahier des charges, comment l'établir, quels sont les éléments scientifiques et techniques qui le permettent, et comment en assurer la maîtrise. Alors à ces questions initiales, je tenterai de répondre plus dans le détail, au sujet donc des fondements scientifiques et techniques. On essaiera de positionner ensemble ce qui se passait quand l'oxygène est présent, et donc des phénomènes d'oxydation subséquents qu'il peut y avoir, donc d'abord au niveau de l'élaboration des mous, et puis dans le cas de la situation des vins. Alors, un mot introductif sur l'effet et le rôle de l'oxygène, très généralement, que vous connaissez. On n'insistera pas sur l'incidence que ça peut avoir sur l'arôme, sur la couleur, ainsi que sur la saveur, faisant référence à l'évolution des tanins, l'assouplissement des tanins liés à l'élevage en particulier. Je n'évoquerai pas les problèmes liés aux micro-organismes. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'oxygène, de par les réactions qu'il engendre, soit au niveau des pigments et au niveau des tanins, a aussi un rôle sur la stabilité colloïdale. Alors, l'oxygène. L'oxygène, on va considérer, en l'espace de 2 diapositives, quelques éléments de base. L'oxygène dont on a parlé, il sera présent dans les milieux, notamment donc le vin. Cela dépend de 2 paramètres. D'une part, la cinétique de dissolution de l'oxygène par rapport à la cinétique de sa consommation. En effet, tous les gaz, et c'est le cas bien sûr de l'oxygène, au contact d'un liquide, a tendance à se dissoudre dans le liquide, avec des paramètres qui sont liés. Alors, je pense que Jean-Claude Vidal vous en dira certainement quelques mots. Donc, tous les gaz au contact d'un liquide ont tendance à se dissoudre avec des paramètres particuliers qui sont régis par la loi des gaz. Ensuite, dans le cas des vins, l'oxygène qui se dissout dans le vin y est consommé. Et la consommation d'oxygène peut être très importante, en relation, bien sûr, avec les conditions œnologiques, puisqu'on a pu noter des consommations, des capacités de consommation cumulées jusqu'à 1 gramme d'oxygène par litre. Si vous voyez, et dans les vins rouges, c'est pas rare que ce soit 800 mg. Et si vous vous référez aux opérations de l'œnologie, eh bien, ça correspond à 100 saturations à l'air, environ. Et c'est considérable, donc capacité de consommation. Tout l'oxygène qui sera dissous, eh bien, il sera effectivement consommé. Et on verra quelques voies. Alors, ce premier élément, par rapport au cahier des charges dont il est question, eh bien, ça nous montre que quand on détermine l'oxygène dans un vin, sa teneur, eh bien, cette mesure n'est pas représentative de ce qui s'est passé au préalable, en termes d'oxydation.
Alors, s'agissant de cahier des charges, un certain nombre de déterminations analytiques, et certaines ont été évoquées dans l'exposé introductif, constituent un cahier des charges, une mesure, donc un niveau de quatorxine A au moment de l'embouteillage, etc. En matière d'oxygène, la mesure à ce moment-là n'est pas déterminante de ce qui s'est passé au préalable. Une autre considération, c'est que la molécule d'oxygène, dont le dioxygène dissous dans un liquide, dans le cas du vin, du mou, bien, la molécule d'oxygène n'est pas un oxydant fort en tant que tel. Pour qu'il y ait oxydation, et d'ailleurs heureusement, parce que là que nous respirons, un peu avec la chaleur, lorsque nous respirons, si l'oxygène était un oxydant, nos cellules, du poumon en particulier, etc. Pour qu'il y ait oxydation, il faut qu'il y ait, ce que les chimistes disent, activation. Et cette activation, dans le cas de l'œnologie, eh bien, ces réactions d'oxydation passent par la catalyse. Ce qui signifie, ce qui peut signifier que dans un cahier des charges, on puisse pointer justement l'action sur les catalyseurs. Et c'est bien ce qui se fait, qu'on va évoquer tout de suite, lorsqu'on sulfite par rapport à la polyphénoxydase. Alors justement, rappel, c'est que les catalyseurs concernant le mou de raisin, c'est bien la polyphénoxydase qui a un substrat préférentiel qui est l'acide caphtarique ainsi que l'acide coutarique. Ne pas oublier aussi, par rapport au phénomène d'oxydation, que dans le raisin, il y a une lipoxygénase qui oxyde, donc se sert de l'oxygène, la molécule d'oxygène comme co-substrat, catalysé par une enzyme, soit la polyphénoxydase, et dans le cas des mous de raisin aussi bien par la lipoxygénase, des acides gras qui, après des enzymes de clivage, produisent un composé d'INC6, l'hexénal, qui, vous savez, a cette odeur d'herbe coupée, peut communiquer de l'herbacée. Donc, dans le cas des mous, on a bien affaire à des réactions enzymatiques, dans lesquelles l'oxygène moléculaire sert de co-substrat à l'enzyme pour oxyder un certain nombre de substrats, mais spécifiques. Un acide phénol dans le cas de la polyphénoxydase et des acides gras insaturés dans le cas de la lipoxygénase. Donc, ce qui veut dire que la réaction dans l'échelle de temps est quasiment instantanée, bien sûr, tant qu'il y a du substrat. S'il y a des oxydations qui sont poursuivies et que l'acide caphtarique a quasiment disparu, bien sûr que la vitesse de réaction n'est plus instantanée. Alors, lors de l'élaboration des mous, vous savez que les oxydations passent par la présence de polyphénoxydase, qu'on appelle en œnologie tyrosinase. Au moment où la baie de raisin perd son intégrité, donc il y a un début de foulage, l'action de la machine à vendanger, ce qui se passe, c'est le substrat et l'enzyme qui étaient compartimentés dans des conditions dans la baie de raisin se trouvent au contact. Comme je le disais, en présence d'oxygène, il y a phénomène d'oxydation et production du polyphénol, oxydé. Ça doit être comme ça. Voilà. Du coup, je change le... Oui, c'est le contraire, voilà. Et le raisin contient de l'acide ascorbique qui, au début de la réaction, tant qu'il a des quantités suffisantes, réduit la fraction oxydée préalablement par un mécanisme appelé d'oxydation couplée, rétrograde en quelque sorte à la forme réduite. Et donc pendant un certain temps,
quand il y a suffisamment d'acide ascorbique, eh bien de l'oxygène est consommé, mais la quantité, par exemple, de substrat, d'acide captarique, ne bouge pas, reste constante. Or, ça ne dure qu'en fonction de la concentration en acide ascorbique du raisin, qui est en proportion molaire très inférieure à celle de l'acide captarique. Quand l'acide ascorbique commence à s'épuiser, eh bien, entre en jeu le glutathion. Je ne reviens pas à la description détaillée, pour dire simplement que le raisin, en définitive, dans ces phénomènes d'oxydation, a ses propres réducteurs, son propre mécanisme par rapport au stress oxydatif que pourrait subir le mou. Finalement, il a ses réducteurs naturels, acide ascorbique et glutathion, qui, tant que ces substances sont à des niveaux de concentration suffisants, bien fait fonctionner le système sans que ça aille beaucoup plus loin. Alors, ce qui pourrait vouloir dire que dans l'édification d'un cahier des charges, eh bien, il faudra peut-être s'occuper pour les cépages déficitaires en acide ascorbique ou bien en glutathion, eh bien, on puisse compléter ces concentrations en ces molécules. Alors, comme on l'a vu tout au début, ces réactions sont très rapides. Donc, le temps de pouvoir rajouter du glutathion, l'acide ascorbique dans un milieu, il faut avoir du mou, et donc, le terme de ces réactions ont déjà eu lieu. Donc, une grande difficulté à pouvoir jouer sur ces effets par des ajouts d'acide ascorbique et de glutathion. Mais cela va quand même dépendre de la richesse des cépages qui vont retarder les événements qui vont suivre. Et donc, dans les cahiers des charges, on peut s'intéresser aussi à la recherche de cépages ou de clones riches, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, riches en acide ascorbique ou en glutathion. Si la richesse en glutathion commence à être suffisamment renseignée, c'est l'acide ascorbique ne l'est pas du tout dans le cas du raisin. Donc il y a des ouvertures intéressantes dans ce domaine. Alors, dans les premières phases d'élaboration, soit donc à la récolte, au moment du remplissage du pressoir, dans le cas de vendange entière, bien les phénomènes d'oxydation se déclenchent dès la rupture de l'intégrité des baies et concernent, c'est ça qui est important, les parties exposées à l'air. Donc c'est pas l'ensemble de la vendange qui est. Et donc c'est les parties exposées à l'air où ces réactions débutent et en quelque sorte est un système de défense de l'ensemble. Donc, revenons à nos cahiers des charges et voir comment on peut réagir. Ça veut dire qu'il faut avoir des actions réfléchies dès la récolte. Notamment, ça se fait de façon mécanique, bien sûr. Le transport aussi. Donc, je sais qu'il y a une attention. Donc, de plus en plus, on rajoute, après des vendages mécaniques, dans les cuves de transport, du méthabisulfite de potassium, qui est ajouté de façon assez systématique lorsqu'il est ajouté. Certainement, il y aura des progrès à faire à ce niveau. De même à la réception et au tri. L'idée du tri aussi me fait repenser à l'état sanitaire de la vendange, qui va jouer un rôle sur la façon de déterminer le cahier des charges, les stratégies adoptées. Alors, je vous le disais à l'instant, donc quand ces mécanismes se mettent en place, eh bien, de façon concomitante, c'est les composés oxydés, sont les quinones, oxydent d'autres constituants qui sont l'état réducteur. Cet ensemble aboutit à la formation de pigments et au brunissement des mous. Les anthocyanes aussi,
certaines, cyanidine, delphinidine, participent à ces mécanismes dits d'oxydation couplée. Si dans le cahier des charges, il est prévu d'avoir une action sur la PPO, par exemple le sulfitage, ou bien le traitement de réfrigération, l'abaissement de température va réduire de façon significative l'activité de l'enzyme et donc la vitesse à laquelle l'oxygène, les oxydations vont avoir lieu et l'oxygène va être intégré. Dans ce cas, les oxydations couplées ne se produiront pas et dans ce cas, les pigments bruns, les composés oxydés qui font des pigments bruns qui sont éliminés pendant le débrobage ne le seront pas. Et donc, le vin va être enrichi dans ces constituants qui vont conférer au vin une sensibilité forte à l'oxydation. Du coup, il va falloir à nouveau reparamétrer des cahiers des charges par rapport au vin en conséquence de ce qu'il aurait été prévu de la vinification qui aura été conduite pour l'élaboration des mots. Un mot sur l'arôme. D'une manière générale, aujourd'hui, on sait que, suite aux observations technologiques, que la protection contre l'oxydation favorise l'obtention des vins arômes thiol variétaux. Or, dans le raisin, c'est composé sous sa forme de précurseurs qui ne sont pas oxydables. Et lors de la recherche de ces phénomènes d'oxydation liés aux précurseurs, eh bien, il était mis en évidence une voie de formation justement du précurseur par la réaction de l'hexénal et du glutathion, lequel précurseur donnera, après transformation de la levure, le thiol correspondant et son acétate. Donc c'est important à considérer parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que cette voie de formation ait lieu, eh bien il faut qu'il y ait suffisamment d'oxydation pour produire de l'hexénal, mais que les oxydations, l'intensité des phénomènes d'oxydation ne soit pas arrivée au terme où il n'y aurait plus de glutathion. Donc il faut qu'il y ait suffisamment d'oxydation pour avoir de l'hexénal et pas de trop pour avoir suffisamment de glutathion pour que ce type de réaction puisse se produire. Et donc, elle est dépendante de la richesse en glutathion, mais aussi de la richesse en acide ascorbique. De sorte que, eh bien, par rapport à cet aspect, au niveau des cahiers des charges, il faudra qu'il y ait, ça va moduler en fonction du comportement individuel de cépage, et en particulier la différence sur certains cépages avec le Sauvignon. Donc, j'entame la partie concernant l'oxygène et le vin, qui va être un petit peu plus courte. En faisant donc de considération générale. D'abord, pour dire que dans le cas de vin, ce que j'appelle une situation en dynamique, c'est-à-dire en régime dynamique, c'est-à-dire que on s'intéresse à l'oxygène dissous après une opération de transfert. Dans ce cas, la cinétique de dissolution, donc dans le vin, de l'oxygène dans le vin, est supérieure à la cinétique de consommation. Donc, après une opération de transfert, bien souvent, ça dépend des précautions qui seront prises, et vous aurez des exemples par la suite, eh bien, on a des enrichissements en oxygène. Donc, par rapport au cahier des charges, ils sont bien connus, conditions de la cuverie, pompe, canalisation, et techniques de désoxygénation, qui seront certainement évoquées par la suite. En régime statique, eh bien, un régime statique montre que, sauf des conditions particulières, notamment de basse température, la cinétique de dissolution est inférieure à celle de la consommation. C'est-à-dire que la dissolution de l'oxygène et les oxydations se font à l'interface entre la partie gazeuse, plus ou moins riche en oxygène selon le cas, avec la partie liquide, donc le vin.
et le gradient se situe environ sur une dizaine de centimètres. Cette situation, qui se passe en cuve, est la même en barrique. Dans ce cas, eh bien, il va falloir trouver des moyens de gérer les interfaces. Donc, les moyens sont connus, balayage par de l'azote, enfin, de nouvelles perspectives apparaissent dans ce domaine également. Alors, les phénomènes d'oxydation, je voudrais, de façon synthétique, vous donner quelques informations comment se passent les phénomènes d'oxydation dans les vins, à partir donc de la molécule d'oxygène, l'oxygène dissous. Bien, on considère que des mécanismes de voie donc, amènent à la formation de quinones et de radicaux hydroxydes. Le réducteur principal de la composition du vin sont les polyphénols, mais les polyphénols, dans ce cas, surtout par rapport au niveau de potentiel redox, ce sont les flavonoïdes, et en particulier catéchine et tanins oligomériques. Tout ça passe par des réactions radicalaires. Je vous indique simplement ce vocable pour expliquer que lorsqu'on sulfite, les sulfites n'agissent pas sur l'oxygène, la molécule d'oxygène, mais réagissent sur ses peroxydes. La réaction du dioxyde de soufre avec l'oxygène est une réaction lente, celle qui existe, alors que la réaction avec les peroxydes est très rapide. Donc, lorsqu'on utilise les sulfites, justement, eh bien, on se retrouve dans des conditions réductrices parce qu'au fur et à mesure que les radicaux oxygénés sont produits, eh bien, en quelque sorte, ils sont piégés et les sulfites donnent des sulfates et donc c'est le terme de ces phénomènes d'oxydation, alors que si c'est des composés phénoliques, eh bien, ceux qui sont oxydés sont capables d'oxyder d'autres phénols réducteurs. Ce qui veut dire que dans la réflexion du cahier des charges, eh bien, il faudra s'intéresser, si on veut plus sulfiter, et Philippe nous en parlera, il faudra certainement s'intéresser à d'autres réducteurs. À côté, dans des circonstances particulières, à côté des composés phénoliques, les lies de levure aussi sont consommatrices d'oxygène. Donc, ce qui permet, avec les lies, une bonne gestion des lies, d'éviter des phénomènes d'oxydation. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles voies d'utilisation de ces lies en construisant des lies qui aient des propriétés particulières. Un mot sur l'oxygène et la perception aromatique des vins. Donc, vous savez que ces phénomènes d'oxydation aboutissent par le biais de radicaux, toujours, à la production d'éthanal à partir de l'éthanol. L'alcool, la molécule d'alcool n'est pas un fort réducteur, mais compte tenu de la concentration en éthanol qu'il y a dans le milieu, il y a une production faible, heureusement, une faible proportion d'éthanal qui est produite. Mais on imagine facilement que d'autres composés à fonction alcool, comme l'éthanol, puissent donner d'autres composés à fonction carbonyle. Par ailleurs, ces réactions radicalaires peuvent produire, à partir des acides gras présents, d'autres composés à fonction carbonyle. Alors, il en est cité quelques-uns, pour simplement vous montrer que ce sont des composés qui sont cités pour participer aux arômes de vieillissement prématuré, notamment des vins blancs. Mais ils interviennent aussi dans les vins rouges. Et donc là, le rôle des sulfites n'est pas que vis-à-vis des radicaux, mais aussi va pouvoir combiner ces composés à fonction carbonyle de la même façon qu'il le fait pour l'éthanol. Un point qui me paraît important à souligner sur la perception aromatique des vins, c'est lié au rôle des quinones par rapport aux composés à fonction thiol. Ces quinones, qui sont produites donc par les phénomènes d'oxydation, peuvent réagir avec des composés à fonction thiol pour un composé d'addition, c'est-à-dire le composé à fonction thiol qui pourrait être volatile, on va le voir. Eh bien, il se retrouve en quelque sorte
après sa liaison, il perd sa composante aromatique. Alors cet effet va être négatif sur les thiols variétaux, et alors qu'il va être positif sur les composés soufrés volatiles, en particulier sur H2S, le méthanthiol et l'éthanthiol. L'évolution de la couleur. Alors les phénomènes d'oxydation, vous le savez, lorsqu'on a abouti au quinone qui réagissent avec d'autres composés, eh bien, on a des phénomènes de condensation qui aboutissent à la formation de pigments bruns. La réaction produisant de l'éthanol, eh bien, son action va dépendre, dans le cas des vins rouges, de la concentration en anthocyanes, si elle est élevée ou faible. S'il est élevé, eh bien, les condensations qui vont inclure avec les tanins des anthocyanes, avec ces fameux ponts éthyles, vont contribuer à la formation de pigments violets et à la formation de copigments intramoléculaires et qui vont participer à l'installation de la couleur. Alors que si l'on a affaire à des vins dont la concentration en anthocyanes est faible, la réaction va avoir lieu avec simplement les tanins, préférentiellement, et au contraire, le degré de polarisation va augmenter et on va avoir des pigments, se percevoir de pigments qui vont précipiter. De telle sorte que on voit les oxydations, la présence de l'oxygène et les oxydations subséquentes vont avoir un effet positif sur la formation de pigments rouges violacés et donc de la stabilisation, la tendance vers la stabilisation de matière colorante, alors que dans le cas des vins blancs et rosés, eh bien, on aura une évolution défavorable de la couleur. Donc, pour gérer ces phénomènes d'oxydation au cours de la vie des vins, eh bien, le cahier des charges devra s'intéresser de voir quels sont les objectifs couleurs. Bien sûr, qui ne sont pas les mêmes. Il faudrait détailler vin rosé, vin rouge, vin blanc, les options d'élevage pour les vins et des risques de réduction lorsqu'on a évoqué l'éthanthiol, le méthanthiol par exemple. Donc, j'en arrive à la conclusion. Donc, le sujet proposé était trouver les clés d'un cahier des charges pour le vinificateur. Bien, j'ai tenté, au cours de cet exposé, ces 20 minutes, de vous donner les clés de ces boîtes à outils qu'on a décrites, mou, plus, puis ensuite vin, et qui visaient à éviter le stress oxydant, à la fois pour le stress pour le vinificateur et le stress pour les oxydations pour le vin. Les exposés qui vont suivre vous apporteront un certain nombre d'indications dans la réflexion si celles que je vous ai apportées étaient insuffisantes et pas si bien expliquées que cela, de manière à aboutir à la satisfaction du consommateur. Et je vous remercie de votre attention.